Je voudrais vous présenter Frédéric Pons, qui est spécialiste de géopolitique, rédacteur en chef aux Valeurs Actuelles, qui est professeur à Saint-Cyr et membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, c'est ça? Oui, oui, oui. Et voilà, on est là pour la présentation de son livre Poutine. C'est un livre que j'ai eu avec beaucoup d'intérêt, je vous dis franchement, et bon, je suis russe, je connais un peu le sujet, mais je peux vous dire que j'ai découvert pas mal de choses que je ne connaissais pas, et que j'ai oubliées, ou qui n'étaient pas à l'époque des années difficiles, qui n'étaient pas très, très médiatisées. Et pour moi, certaines choses étaient des découvertes, alors je dirai après, si vous voulez. C'est une biographie, c'est un décryptage d'une personnalité pour la Russie qui est là maintenant essentielle pour la Russie, qui a sorti, on est tous d'accord en Russie, il a sorti la Russie du chaos, bon tous, pas tous, mais quand même la plupart, sorti du chaos, le pays était en faillite et c'est lui qui a réussi à redresser et qui continue. Et puisque vous avez utilisé une phrase de Beaumarchais, je ne blâme ni ne loue, je raconte, je vous laisse raconter. Merci beaucoup. Bon, d'abord merci de m'avoir invité, de m'accueillir, chers amis. Nous ne sommes pas nombreux, mais je sais qu'il y a ici les meilleurs, c'est ce qu'on m'a dit, je n'en doute pas. Les élites ne sont pas. Voilà, donc je me réjouis. Pardon, comme nous allons filmer, c'est mis dans les sites, alors tout le monde peut aussi participer à la conférence. Non, mais en plus, alors j'ai organisé quelque chose il y a 2 jours, et c'est vrai que beaucoup de journalistes sont partis sur le site de Marseille. Oui. J'ai reçu les coups de fil, comme quoi ils sont déjà... L'actualité est très chargée. L'actualité il y a 2 jours était de manger du battage et des consciences. Même Même ça, il y a eu beaucoup de défections. C'est tout vous dire. Oui. Donc c'est très important. Alors, effectivement, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai découvert, comment j'ai travaillé sur cette personnalité, Poutine, qui est à la fois très célèbre et mal connue. En tout cas, ici, en France, en Occident, elle est... tout le monde en parle, tout le monde a son avis sur Poutine. Poutine suscite des passions. Et en même temps, on se rend compte, quand on est journaliste, quand on est intéressé, que la personnalité de Poutine est enrobée d'un faisceau d'approximations, de caricatures, de choses parfois vraies, d'informations justes, de beaucoup de rumeurs. Et tout ça, progressivement, a contribué, de mon point de vue, à obscurcir un peu la personnalité de Poutine et à empêcher une claire compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il veut. Et j'ai travaillé sur Poutine d'abord comme journaliste, en faisant des sujets courts, des reportages, en allant sur place. Et plus ça allait, plus je me rendais compte que cette personnalité qui est au pouvoir, je vous le rappelle, depuis l'an 2000, hein, donc depuis 15 ans, et qui pourrait rester au pouvoir en Russie au moins jusqu'en 2018, et s'il se représente à l'élection et s'il est réélu, et ça il le peut, la Constitution le permet, il pourrait rester 6 ans de plus au pouvoir, c'est-à-dire jusqu'en 2014. On aurait donc un chef de l'État russe qui serait au pouvoir de 2000 à 2024, pardon, je dis 14, 2024, c'est-à-dire 24 ans. Et ne serait-ce que pour ça, cette longévité d'une part, et puis les passions qu'il suscite, et l'actualité extrêmement forte qui lie la Russie à l'actualité de l'Europe à travers l'Ukraine, qui lie la Russie au Moyen-Orient avec la Syrie et l'Iran. De tous ces points de vue, Poutine méritait d'être un peu mieux étudié, un peu plus compris, en allant un peu au fond des choses. C'est ce que j'ai voulu faire en étant souvent déçu, je vous le dis très sincèrement, par ce que mes confrères français, occidentaux, américains, anglais, peuvent sortir sur Poutine. Il y a beaucoup d'approximations et de caricatures que j'ai essayé de dépasser, que j'ai essayé de valider ou d'invalider tout au long de ce travail qui m'a pris en tant que tel 2 ans.
mais qui est un peu le fruit d'années, de nombreuses années, de reportages, de rencontres. Vous savez que les journalistes ont toujours des petits carnets de notes, et j'ai aussi mes petits carnets de notes, et quand on fait des sujets, on ne peut jamais tout exploiter dans nos articles, parce que la place est limitée, on a un nombre de signes réduit. Eh bien, j'ai repris tous mes carnets, et là, j'ai mis en forme tout cela pour aller plus au fond des choses, et pour comprendre ce qu'est à la fois Poutine, Monsieur Vladimir Poutine, ce qu'il représente pour les Russes et la Russie d'aujourd'hui, pourquoi il est au pouvoir aujourd'hui, pourquoi il y reste, avec cette popularité, on y reviendra, puis vous poserez des questions évidemment, pourquoi il garde cette popularité, et puis pourquoi il est si mal aimé en Occident, pourquoi il suscite autant de passion, et souvent très violente en Occident, chez les élites, dans la classe médiatique, et beaucoup moins dans l'opinion publique. Les rares sondages d'opinion publique qui ont pu être faits sur Poutine montrent que autant il suscite une opposition, et une opposition dure et des critiques très féroces de la part des médias, de la classe intellectuelle en général, autant dans l'opinion publique, dans le peuple, c'est beaucoup plus nuancé. Poutine est reconnu comme un grand chef d'État. On ne sait pas bien qui il est, on trouve qu'il est un peu brutal, il est un peu glaçant, mais en même temps, il incarne une politique, il incarne une façon de gérer les affaires politiques d'un pays que beaucoup de gens en Occident apprécient. Et s'il a 85-86% d'opinion positive, ne serait-ce que pour cela, dans son pays, il faut se poser des questions. Alors, ce décryptage, comme vous l'avez dit, très justement, politique, mental, psychologique aussi, eh ben, je l'ai fait en retournant au plus loin de la personnalité de Poutine, en retournant dans son enfance, la ville de son enfance, la ville de sa famille, pour cheminer jusqu'à aujourd'hui, parce qu'un homme adulte est aussi le fruit de son passé, de son enfance, d'une certaine façon, et un homme politique russe, dans la Russie d'aujourd'hui, de 2015, est aussi, et ne peut être que le produit de ces décennies d'histoire, voire pour Poutine, ces siècles d'histoire, qui ont produit progressivement cette personnalité qui est au pouvoir. Alors, je vais vite évidemment. Pour moi, il y a sur Poutine des vérités qu'on ne connaît pas bien et des vérités apparentes qui sont en partie fausses. Deux exemples. Poutine, pour moi, c'est Saint-Pétersbourg qui joue un rôle majeur dans ce qu'il est aujourd'hui, dans son affirmation progressive et dans l'homme politique qu'il est aujourd'hui. Et le deuxième élément que je vais un peu développer, c'est le KGB. On aurait tendance en Europe à réduire Poutine à sa carrière au KGB. Et vous allez voir que là, après moi aussi l'avoir cru, et après avoir cherché, travaillé sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était très réducteur, en partie faux, et ça contribue à une mauvaise compréhension de ce qu'est Poutine et de ce qu'il veut. Alors, Saint-Pétersbourg. Poutine s'est exprimé à plusieurs reprises sur Saint-Pétersbourg, qu'on appelait Leningrad avant, vous le savez. Il a dit tout l'attachement qu'il avait à cette ville, et quand lui-même ne l'a pas dit, ses amis, sa famille, les gens qui ont pu témoigner, ont dit en quoi Saint-Pétersbourg est une matrice, une structure historique, mentale, urbanistique, politique extrêmement importante dans la vie de Poutine. Poutine, c'est un petit garçon qui naît et qui grandit dans une ville qui s'appelle Leningrad, qui a une caractéristique en Russie, c'est la ville vitrine. La ville vitrine de la grandeur impériale, la grandeur des tsars, c'est la ville de Pierre le Grand, c'est la ville de tous les défis, une ville bâtie à partir de rien sur des marais grâce au génie, à la force de l'empereur Pierre le Grand, puis des Russes qui ont travaillé là-bas. Et Saint-Pétersbourg est un défi, et c'est un défi dont les Russes peuvent être fiers. Et le petit garçon, le petit Volodya Vladimir Poutine, est fier de cette grandeur. Tous les matins, quand il va à son école, quand il est enfant, puis après au lycée, puis après à l'université,
il voit les témoignages de la grandeur de la Russie impériale. J'ai fait tous les parcours de son appartement communautaire, je raconte un petit peu tout ça, jusqu'à son école, jusqu'à son lycée. Il traverse des ponts, il voit de beaux palais, il voit des ponts magnifiques, des sculptures, des statues, la grande statue de Pierre le Grand, et tout ça le marque. Il voit la grandeur de la Russie impériale, et en même temps, Leningrad est aussi la grandeur, la capitale de la grande Russie soviétique. C'est là que tout commence. Je ne vais pas vous faire un cours, vous le savez, la révolution bolchevique commence à Leningrad, et Leningrad est le conservatoire de l'épopée soviétique. Eh bien, le petit, le jeune, l'adulte Poutine est au cœur de cette ville, la grandeur impériale, la grandeur soviétique. Parce qu'il y a eu une grandeur soviétique, des héros soviétiques. Et en même temps qu'il voit cette grandeur, il voit, et ça il a exprimé à plusieurs reprises, que cette double grandeur est une grandeur qui s'étiole, qui s'effrite, qui se délite, qui tombe. Les beaux palais de l'empire des tsars sont lézardés, les peintures sont défraîchies, les ponts sont disloqués, les lampadaires magnifiques ne marchent plus. Il voit tout ça. Et il voit de la même façon ce qui reste de l'épopée bolchevique progressivement tomber à volo, se rouiller. Et il voit la grandeur et la décadence de son pays dans une même ville. Et progressivement, il va faire une sorte de synthèse historique. Il est, lui, petit garçon, puis jeune, puis adulte, dans cette ville où il va travailler. Quand il quitte le KGB, il va rejoindre la mairie de Saint-Pétersbourg pour la développer, pour l'aider. Et ensuite, il ira à Moscou. Mais il est conscient que son peuple, son pays, la Russie, a fait des choses magnifiques, parfois contestables. Mais il y a eu une grandeur russe, et cette grandeur russe, dans les années 80-90, elle est en train de disparaître. Et il en prend conscience, et politiquement, il va tirer des leçons de cette histoire. Politiquement, il va progressivement se dire, mais ce qui est en train de se passer, cet affaissement, cet effondrement, pourquoi ne pas essayer de l'enrayer? Si la Russie a été grande, elle pourra le redevenir. Et il va progressivement bâtir son projet de renaissance de la Russie après la fin de l'Union soviétique, qui s'achève donc en 1991. Poutine va mûrir sa réflexion, qui va l'amener en 1999-2000. Donc il est à Moscou, il est au Kremlin, il va être élu président pour la première fois en mars 2000. Mais dès décembre 1999, il va écrire un texte que j'ai traduit, enfin qui est traduit pour la première fois en français, que j'ai mis à la fin, qui me semble très important, une annexe, la Russie au tournant du millénaire. Ce texte est fondamental parce que Poutine n'est même pas élu président, décembre 1999, et il va mettre dans ce texte le constat des échecs répétés de la Russie soviétique. Et là, on voit qu'il n'est plus soviétique, il a été militant communiste, enfin, pas militant communiste, il a été un vrai patriote soviétique. Mais en 1999-2000, ses yeux se sont ouverts, il a compris l'échec, l'impasse sans lumière, je crois que c'est son expression, qu'était l'Union soviétique. Donc il tourne la page, c'est pas le plus important. Après ce constat, il dit surtout, voilà comment la Russie d'aujourd'hui peut se redresser. Et il va, dans ces pages, expliquer quel va être son chantier, ou plutôt ses chantiers de restauration politique, administrative, diplomatique, militaire, spirituelle, morale, démographique. Un immense chantier, il explique tout ça, 1999, et c'est exactement ce qu'il a fait depuis 15 ans. Et c'est ce qu'il va continuer à faire, ce qu'il veut continuer à faire, jusqu'à la fin de son deuxième mandat probable, jusqu'en 2024. Et donc souvent j'entends dire, ou je lis, mais Poutine, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas où il va, etc. Je ne le crois pas. Je crois que Poutine est un des rares chefs d'État de l'hémisphère nord qui a une véritable vision stratégique de long terme. C'est une vision de restauration de la grandeur, de la puissance russe. Là où souvent nos chefs d'État occidentaux raisonnent d'élection en élection, de 5 ans en 5 ans pour la France, Poutine d'emblée,
je ne l'invente pas, c'est lui qui le dit. D'emblée, c'est inscrit dans la longue durée. Alors, il y a eu l'alternance avec Dmitri Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012, mais c'était Poutine dans une version un peu plus light, un peu plus soft, mais c'était Poutine. Et là, 2000-2024, c'est un chantier énorme, colossal, qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans le monde aujourd'hui. Eh bien, tout ça plonge ses racines dans la ville de Saint-Pétersbourg, qui est à la fois le conservatoire de la grandeur, le révélateur de l'affaiblissement, et pour Poutine, à partir du milieu des années 90, qui est appelé à être le tremplin du renouveau. Quand il travaille à la mairie de Saint-Pétersbourg, il est chargé par le maire Anatoly Sobchak de faire venir les entreprises étrangères européennes qui ont de la technologie, qui ont des finances, pour relever Saint-Pétersbourg. C'est son grand projet. Eh bien, ce qu'il va commencer à faire à Saint-Pétersbourg, après il va le transposer à Moscou pour l'ensemble de la Russie. Et l'originalité de Poutine, et c'est pour cela aussi qu'il plaît tant aux Russes, je pense, c'est que dans cette réflexion politique, il y a un vrai choix historique. C'est-à-dire que Poutine est un des rares chefs d'État qui va prendre la totalité de l'histoire de son pays, de Pierre le Grand, des tsars, du prince Vladimir, des tout premiers, jusqu'à aujourd'hui, et qui va prendre l'ensemble en gardant tous les pires et les meilleurs moments de l'histoire de la Russie. La Russie des tsars, la Russie des soviétiques, la Russie de Staline, la Russie, tout. Et il fait la synthèse, sans cacher ce qui n'a pas marché, et il le dit dans un certain nombre de textes, mais il fait cette synthèse au nom de l'histoire russe, au nom du patriotisme russe, au nom de la fierté russe. Et ça, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, pour moi, est exceptionnel. J'attends le jour où un président de la République française va dire, enfin, ce que je crois, que l'histoire de la France ne commence pas à 1789. L'histoire de la France, elle commence bien avant, à Clovis. Et il y a les 40 rois qui ont fait la France, puis la Révolution française, puis Napoléon, puis les républiques. Aujourd'hui en France, on est encore dans une vision très idéologique de notre histoire, très compartimentée, ce qui, de mon point de vue, n'est pas sain. Eh bien, Poutine est allé au-delà de cette vision idéologique. Il rassemble tout, et ça, c'est souvent très mal compris chez nous, en Occident, où on a tendance à dire que l'histoire commence au moment de la Révolution, qu'avant c'est les ténèbres, et que depuis, c'est la lumière. Poutine fait cette synthèse historique qui lui donne cette force politique dans laquelle les Russes se retrouvent très bien. Le deuxième point que je voulais aborder, évidemment je répondrai aux questions dans la mesure du possible après, c'est le KGB. Alors là, le KGB, quand je parle à mes camarades journalistes, Poutine, l'officier du KGB, le KGBiste, l'espion, etc. Oui, mais non, pas tout à fait. Parce que quand on commence à travailler là-dessus, et je crois que j'ai lu tout ce qui a pu paraître sur Poutine et le KGB, j'ai fouillé un certain nombre d'archives, et j'allais dire, je suis déçu. Non, c'est pas mon problème d'être déçu ou heureux de trouver des choses, mais la carrière de Poutine au KGB est décevante pour qui pense que Poutine a été un super officier du KGB, un super espion. Elle est décevante pour lui, et lui l'a dit. Et je vous explique. Tout commence en fait quand Poutine a 15 ans, 16 ans. Il est à Leningrad, ça s'appelle Leningrad. Il est à Leningrad, c'est un jeune homme patriote soviétique. Il est issu d'une famille très soviétique. Son père travaille dans une usine à Leningrad. Il est chef de la cellule du Parti communiste de cette usine. Donc c'est une famille communiste classique. Et le jeune Poutine est lui aussi un patriote classique. Il a 16 ans et il voit un film qui va le marquer durablement. Et ça n'est pas anecdotique parce que Poutine en a parlé, ses amis de jeunesse en ont parlé, ses profs d'école en ont parlé, sa femme en a parlé aussi. Il voit ce film qui s'appelle « Le glaive et le bouclier ». Le glaive et le bouclier, c'est l'insigne du KGB, ce qu'était le KGB. Le glaive et le bouclier. C'est un film patriotique
qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un officier, beau, jeune, brillant du KGB, qui parle allemand, est infiltré au sein de l'état-major de l'armée allemande et, je vous passe le détail, pour toutes sortes de raisons, il va arriver à empêcher une action militaire et il va sauver la patrie russe, la patrie soviétique. Poutine s'enthousiasme devant ce film, surtout qu'il y a une très très belle chanson dans ce film qui est chantée par le premier crooner russe, une belle voix qui chante l'épopée de ce jeune officier du KGB, et tous les jeunes Russes de l'époque, dans ces années 70, connaissent cette chanson. Il y a les chansons de Vysotsky, les Russes chantent beaucoup, vous le savez, bon, je ne vais pas faire la psychologie du Russe, mais cette chanson les marque beaucoup, marque Poutine, et Poutine se dit, à ce moment-là, ce que j'ai vu dans ce film enthousiaste, je veux moi aussi devenir officier du KGB pour défendre la patrie soviétique. Il a 16 ans, ça va être le rêve de toute sa jeunesse, de sa vie étudiante. Il a 16 ans et il va sur la Litaïny Prospect à Leningrad, Saint-Pétersbourg, où se trouve le siège du KGB. Il tape, il est reçu par un officier du KGB qui regarde ce petit bonhomme fluet. Poutine à l'époque est très fluet, il est presque chétif. Il n'a pas encore vraiment commencé le judo qui va le muscler. C'est un petit bonhomme, il a une mèche blonde, il y a des photos, il a l'air tout petit, tout simple. Il n'est pas grand, Poutine. C'est un monsieur qui fait 1m70. Pas grand. Il y a des Russes très grands, très forts, lui non. Et il dit à cet officier du KGB, « Bonjour monsieur, je veux entrer au KGB. » Et l'officier sourit, et là il y a des témoignages, et lui dit, « Écoute mon petit gars, deux choses. D'abord, on ne prend jamais quelqu'un qui se présente de lui-même, pour des raisons de sécurité. Ensuite, on prend des gens formés. Alors, tu retournes à tes études, tu te formes, et on verra plus tard. » Poutine est séché, renvoyé, mais il va garder ce rêve en tête. Et il va poursuivre ses études. Ses parents rêvent de faire de lui un ingénieur. À l'époque, en Russie, l'ingénieur, c'était quelqu'un de très important. Et il leur fait croire jusqu'au bout à ses parents qu'il va faire des études d'ingénieur à l'université. Au dernier moment, il bascule, il va faire des études de droit. Il surprend ses parents, il y a une crise familiale, il s'entête, il ira faire ses études de droit sur l'île Vassilievski, à l'université de droit de Moscou, et tout simplement parce que le droit, en Russie comme en France, ça mène à tout. Et il se dit, si je fais du droit, j'aurai plus de chances d'être recruté au KGB. Parce qu'il a ça en tête. Il commence ses études de droit, et là c'est amusant parce que ses amis ont témoigné, je raconte ces choses-là, et ça prouve son obstination, que l'on va retrouver après dans l'exercice politique de Poutine président. C'est un obstiné. Tous les jours, ou presque, et ça va durer 3 ans et demi, il attend que quelqu'un du KGB vienne lui taper sur l'épaule et lui dire « Volodya, on a besoin de toi ». Il attend, il ne se passe rien, 1 année, 2 années, 3 années. Mais ce rêve d'entrer au KGB ne l'a pas quitté. Et un jour, miracle, au détour, à la sortie d'un amphi, quelqu'un s'approche de lui et lui dit « Volodya, tu es toujours volontaire ?»« Oui. » « Eh bien, viens nous voir, on a peut-être besoin de toi. » Et la carrière va commencer comme ça. Il est recruté, il entre, il suit la formation d'officier du KGB. Et là, à partir de là, il est dans son rêve. Mais son rêve se réalise. Il rêve de servir son pays, la patrie soviétique. À l'époque, il y croit encore. Et de la défendre contre les ennemis. Les ennemis, c'est l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Ben là, on est en 70, oui, 70, okay. Voilà, il est 70, 73, 75, voilà, il est 75, ouais, ouais. Il a 62 ans aujourd'hui, enfin il va avoir 60, voilà, il est né en 51, voilà. Et donc, il entre au KGB, il rêve de servir son pays, à l'étranger. Il a pris la précaution d'apprendre l'allemand, comme l'officier du film. Il a appris l'allemand, qu'il parle très très bien, ça lui servira plus tard. Et là, il va, je vais vite, mais il va avoir une série de déceptions jusqu'à la fin. Première déception,
il veut aller, évidemment, servir son pays à l'étranger. Il veut être en poste comme espion du KGB à Berlin-Ouest, à Bonn, à Paris, New York, Los Angeles, Washington, Rome. Non. Il n'est même pas affecté à Moscou, il est réaffecté à Leningrad. Et là, il va rester à Leningrad pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il va être dans ce bureau, dans un de ces bureaux de cette sinistre tour, là c'est un bâtiment où je suis allé, qui est sinistre, qui n'a quasiment pas changé, qui appartient aujourd'hui au FSB, successeur du KGB. Poutine va travailler pendant 10 ans à faire des fiches sur les dissidents soviétiques, sur les chrétiens en Union soviétique, les chrétiens de Leningrad. Il va s'ennuyer. Progressivement, il s'ennuie, il est déçu. Mais il est déçu et en même temps, il voit arriver des anciens du KGB qui servent en Afghanistan, qui reviennent d'Afghanistan. Ces anciens, dans le secret des bureaux, commencent à dire en Afghanistan, on se trompe, on va perdre, on n'est pas bon, etc. Et petit à petit, Poutine commence à comprendre que ce régime qu'il sert, et qu'il sert fidèlement, n'est pas aussi solide, n'est pas aussi sûr que la propagande officielle le dit. Et lui et ses amis, jeunes officiers comme lui, commencent à avoir des doutes. Mais il continue à servir, parce que lui croit en la patrie et il veut la défendre. Et là, alors il a fait plusieurs demandes pour aller à l'étranger, ça va durer 10 ans, il est patient, obstiné, et enfin, au bout de 10 ans, on lui dit, camarade Poutine, tu vas aller servir le KGB à l'étranger. Alors là, il ouvre le champagne avec sa femme, il est heureux, il se dit, ça y est, je suis dans le film, je vais être au cœur de ce qu'a été mon rêve de jeunesse. Énorme déception. Pourquoi ? Parce qu'il pensait aller à Washington, Paris, Moscou. D'abord, on y vit mieux. Quand on est à l'époque agent du KGB, il y a des primes, il y a des magasins, il y a beaucoup de choses. Et puis, surtout, il est sur le front directement, affrontant les ennemis. Pas du tout. Alors, il est envoyé à l'étranger, et on lui dit, ce sera l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est. Alors, il se dit, l'Allemagne de l'Est, à Berlin-Est, c'est quand même bien, parce que c'est le mur, on a les ennemis en face, ce sera parfait. Déception à nouveau. J'emploie à dessein ce mot à plusieurs reprises. Déception, il n'est pas muté à Berlin-Est, il est muté à Dresde. Dresde, c'est une ville secondaire, magnifique ville, mais qui à l'époque ne s'est pas encore complètement redressée des terribles bombardements américains qui ont ravagé la ville de Dresde de 44-45. La ville est encore en partie en ruine. Et bien Poutine est affecté là. Il va y rester presque 5 ans. Que fait-il à Dresde? Et moi j'ai cherché. Est-ce qu'il a eu un rôle offensif, des responsabilités? Il va faire des fiches à nouveau. Et il va faire des fiches sur les jeunes étudiants est-allemands qui veulent rejoindre le Parti communiste est-allemand. Et Poutine, KGB, est chargé de détecter dans ces jeunes ceux qui pourraient devenir des honorables correspondants du KGB, ceux qui pourraient servir à la fois l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique. Poutine rêve de coincer des espions de l'Ouest, des agents de la CIA, des agents français. Il ne se passe rien. À un moment, quand on travaille sur Poutine au KGB, on se rend compte qu'il a des décorations. Alors là, je me suis dit, des décorations, ça veut dire qu'il a mené des actions importantes. Et quand on gratte, quand on fouille un peu, on se rend compte que ces décorations, ce sont tout simplement ce qu'on appelle dans le jargon militaire des commémos, des médailles commémoratives, qui sanctionnent une ancienneté dans le poste, qui ne sanctionnent pas des faits d'armes, des actions d'éclat, mais tous les 5 ans, tous les 3 ans, selon l'affectation, vous avez une médaille qui tombe comme ça. Et Poutine a eu des médailles, et c'est comme ça qu'à une époque, les maréchaux soviétiques avaient des médailles, des épaules aux genoux. Regardez les photos à la tribune de la place rouge pour les défilés, ils sont couverts de médailles. Ce n'est pas des faits militaires, c'est simplement l'ancienneté. Tous les 5 ans, ils ont une médaille qui arrive. Poutine, c'est ça. Il est récompensé, il fait pas grand-chose, il s'ennuie. Ses camarades qui sont avec lui témoigneront plus tard qu'effectivement, c'était pas passionnant, il s'ennuyait. Et sa carrière d'espion à l'étranger va s'achever.
sur une note triste pour lui, patriote soviétique, mais très instructive. C'est la chute du mur de Berlin, 1989. Et là encore, Poutine, sur le moment, est choqué. Et lui, c'est un soldat de l'Union soviétique. Il ne veut pas que tout ça s'arrête. Mais en même temps, il comprend beaucoup de choses. Il comprend que le système est-allemand est arrivé à la fin et que c'est fini. C'est une coquille creuse qui est en train de tomber. Et il en tire des leçons pour l'Union soviétique. Il comprend que son pays, qui a généré cette Allemagne de l'Est soviétisée, est quasiment dans le même état. Il voit bien qu'au moment de la chute du mur, les circuits de décision en Union soviétique ne répondent plus. Il n'y a personne qui donne des ordres, personne qui dit on va résister, on va tenir, on va agir. Et il comprend que son pays, à travers l'Allemagne de l'Est, que son pays lui-même est profondément affaibli. Il en a la confirmation. Et il rentre en Russie, à Saint-Pétersbourg, enfin à Leningrad à l'époque. Il croyait aller à Moscou, il est renvoyé à Leningrad. Et là, c'est 90, 91. Il arrive à Leningrad. Il dit à ses supérieurs du KGB, à ce moment-là, il est lieutenant-colonel. C'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire. Des gens de sa génération, certains sont déjà colonels. Lui, il a une carrière normale, ni médiocre, ni exceptionnelle, petite carrière sans intérêt. Et il dit à ses supérieurs, je reviens, j'ai envie de m'inscrire à l'université pour finir des études, et puis on me propose un poste d'adjoint au directeur, est-ce que je peux y aller? Ses supérieurs lui disent oui, vas-y, et lui croit qu'on va lui donner une mission d'infiltrer, de faire des fiches, de repérer les complices de l'Occident. On ne lui donne aucune mission. Il est surpris, mais il y va, il devient adjoint, tout en étant encore du KGB, officier du KGB, adjoint au président de l'université. Et puis là, une nouvelle mairie se met en place à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad encore, un maire réformateur se met en place, qui a besoin de jeunes hauts fonctionnaires compétents, parlant des langues étrangères, réputés propres, sans compromission, n'ayant pas été militant communiste, et Poutine ne l'a pas été, il a été officier du KGB, mais pas militant communiste. Et donc, Poutine, qui connaissait des professeurs d'université passés au service de la mairie réformatrice de Leningrad, Poutine est appelé à la mairie de Leningrad. Que fait Poutine en bon soldat? Il va voir ses supérieurs et il leur dit « On me demande d'aller à la mairie, est-ce que je peux ?»« Oui. »« Est-ce que j'ai une mission? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» On lui dit « Non. » « Vas-y. » Et là, il se dit « Mais je ne sers plus à rien. Le KGB ne sert plus à rien. » Et quand il pose sa démission du KGB, on va lui dire ben, « Merci, au revoir. » Et il quitte le KGB comme ça, sur une nouvelle déception, au terme d'une carrière médiocre, qui à aucun moment ne laisse supposer qu'il a été, pendant ces 15 années d'officier au KGB, qu'il a été un super espion, un type manipulant, non. Il a été un super fabricant de fiches, ni plus ni moins. Alors il a appris des méthodes, il a appris à faire des fiches, il avait le goût du secret. Depuis tout petit, déjà, et ça ses parents l'ont dit, ses amis, il avait le goût du secret. C'est un timide, Poutine. Ce goût du secret, cette timidité, il les a mis au service finalement du KGB, il s'est trouvé bien là-dedans, mais sans plus. Il n'a rien fait de plus. Alors, à moins de me tromper complètement, qu'on nous ait caché beaucoup de choses, je pense que sa carrière au KGB est surestimée, surévaluée par les médias occidentaux. Peut-être qu'un jour, et je sais que notamment les Américains ont cherché beaucoup de choses sur Poutine au KGB, ils ont écrit beaucoup de choses, mais il y a souvent un gros effet d'annonce, et quand on va au cœur des études qui sont faites, quand on remonte à la source, il n'y a pratiquement rien. Alors soit les Américains ont des informations qu'ils cachent, qu'ils n'ont jamais révélées, les services américains, la CIA ou comme ça, ce qui est possible, soit ils n'ont pas grand-chose. Je pense aujourd'hui qu'ils n'ont pas grand-chose, et du côté des services français ou britanniques, je pense que c'est la même chose. Cette carrière au KGB est surévaluée, c'est devenu presque un fantasme dans une partie de la presse occidentale qui repose sur très très peu de choses. Poutine a gardé des amis au KGB, et alors aujourd'hui qu'il est président, on dit il travaille avec, alors c'est plus le KGB, c'est le FSB.
il est entouré de gens du FSB, il gouverne avec les services, il est l'homme des services au Kremlin. Là aussi, quand on regarde très attentivement, de qui Poutine s'est entouré depuis 15 ans. On voit différents cercles, et il y en a deux qui dominent, enfin trois, allez, il y en a trois, deux importants et un secondaire. Le premier cercle, ce sont les gens de Saint-Pétersbourg, les Pétersbourgeois, les gens qu'il a connus à partir des années 90, avec qui il a travaillé, qui l'ont fait venir à Moscou pour les plus anciens, et que lui a fait venir à Moscou après, quand il était déjà dans les cercles dirigeants. Donc, le réseau des Pétersbourgeois est très important à ses côtés, sa structure, cette assise qu'il a aujourd'hui dans l'appareil politique. Le deuxième réseau, effectivement, ce sont des gens des services, quelques militaires et des gens des services, ex-KGB ou FSB. J'ai regardé les biographies des uns et des autres, et leur position dans l'appareil de l'État. Ils sont très très peu nombreux à être au poste décisionnaire. Je ne vais pas dans le détail, mais je donne un certain nombre d'indications. En réalité, il y en a d'anciens des services, mais qui ne sont pas à des postes de décision. Ils ne sont pas à des postes de décision politique, ils sont à des postes de décision dans les domaines, les dossiers de la sécurité, c'est leur métier, mais on ne peut pas dire, moi je ne peux pas le dire au vu de ce que j'ai pu étudier, ils ne contrôlent pas la politique du Kremlin ou la politique de la Russie aujourd'hui. Ils sont là, très présents, et ça c'est aussi une vieille tradition historique de la politique russe et du pouvoir russe. Le pouvoir russe, depuis toujours, depuis les tsars jusqu'à aujourd'hui, a toujours été un pouvoir fort, ancré sur les services et services importants et une forte administration. Et c'est là le troisième pôle sur lequel s'appuie Poutine, c'est d'anciens gouverneurs, les super-préfets qu'il a pu nommer à un certain moment. Quand il quitte Saint-Pétersbourg en 1996 pour rejoindre Moscou, il va y travailler 4 ans. Poutine va travailler de 1996 à 2000 au niveau de l'administration présidentielle. Il est jeune, haut fonctionnaire, compétent, fidèle, loyal, propre. Il n'a pas d'affaires, de sales affaires de corruption. Et petit à petit, dans ce contexte très particulier de la Russie de Helsinki, qui manque de cadres, de hauts fonctionnaires, ou quand il y en a, ils sont corrompus, ou anciens communistes, ou eh bien, il y en a très peu comme Poutine, qui remplissent les conditions susceptibles de les faire monter progressivement. Et Poutine et quelques autres vont s'installer, vont progresser, et à un moment, Poutine, dans sa carrière au sein de l'administration présidentielle, va s'occuper des régions. Il est chargé des régions, il est une sorte de haut fonctionnaire en charge de la gestion des gouverneurs et des régions. Et là, c'est un moment très important parce que, pour lui, il va identifier toutes les failles de l'administration russe dans les régions, il va identifier les gouverneurs pourris, corrompus, et ceux qui restent un peu patriotes, qui veulent servir le pays. Ça, il s'en servira après. Et effectivement, il a constitué à ce moment-là un réseau qui lui servira et qui lui sert encore pour asseoir son autorité et son pouvoir sur l'ensemble du pays. Et petit à petit, il va dégager les gouverneurs de région qui ne sont pas à la hauteur ou qui sont corrompus et qui n'acceptent pas l'autorité du Kremlin. Il y a des gouverneurs de région qui étaient devenus des petits dictateurs locaux. Poutine va les éliminer les uns après les autres. Donc, les Pétersbourgeois, les gens des services, les Siloviki, et les gouverneurs, les quelques gouverneurs. On pourrait rajouter, depuis quelques années, un quatrième pilier, l'Église. Poutine s'appuie, comme le veut la tradition historique du pouvoir en Russie, Poutine s'appuie sur l'Église orthodoxe, qui est aujourd'hui un des piliers forts du pouvoir poutinien. Poutine a eu la chance de voir arriver dans les années 2000 un nouveau patriarche, le patriarche Cyril, qui est un peu plus âgé que Poutine, mais qui est une sorte de patriarche de choc, un réformiste, qui lui-même s'est entouré de seconds, d'évêques, de moines, de prêtres,
connecté au monde, connaissant les nouvelles technologies, désireux de relever la Russie, de relever l'Église orthodoxe, mais de relever aussi la Russie avec l'aide du pouvoir politique. Eh bien, on a vu se mettre en place une conjonction, un attelage politique. Poutine au Kremlin, religieux, le patriarche et le patriarcat, qui travaillent ensemble, qui s'aident les uns les autres pour ce grand projet poutinien qui est aujourd'hui, et c'est un autre point que je vais développer rapidement, qui est le grand projet de Poutine. Je vous l'ai dit, je ne vais pas m'appesantir. Le projet de Poutine, annoncé dès 1999, repose sur deux grandes phases. Aujourd'hui, on le voit. À l'époque, j'aurais pas pu vous dire tout ça en 2000, 2001, 2002. C'était trop tôt. Il y avait des écrits, des projets, mais rien de tangible. Il n'y avait pas encore le recul. Là, nous avons le recul. Première phase importante pour Poutine, la stabilisation intérieure. La stabilisation intérieure commence en 2000, et ça va, alors c'est toujours difficile d'arrêter précisément, mais disons que ça va jusqu'en 2008, je dirais, jusqu'à l'élection de Medvedev. La stabilisation intérieure, c'est la reprise en main administrative du pays, notamment le travail sur les gouverneurs, la réhabilitation de tout ce qui s'était effondré à partir de 1991 sous la présidence Eltsine, c'est-à-dire le pouvoir politique qui avait perdu progressivement toute autorité sur Moscou, les régions, sur l'ensemble du pays. Donc on stabilise en remettant en état l'administration, la justice, en faisant un énorme travail qui a été mal compris en Occident, de remise, ou plutôt de reprise en main politique de l'économie. Alors, il y a deux choses là-dedans. La reprise en main politique de l'économie, c'est la chasse aux oligarques. Les oligarques, vous savez ce que c'est, à partir de la fin des années 80, 90, 91, des types très malins, très travailleurs, comprennent que l'Union soviétique est finie et qu'il y a des richesses à prendre. Moyennant très peu de choses, ils vont s'emparer de pans entiers de l'économie et des richesses de la Russie. Ils vont devenir des oligarques, des puissances d'argent énormes. Poutine observe ça d'abord de Saint-Pétersbourg puis de Moscou. À l'époque, il n'est pas le chef, c'est Eltsine le chef, et Eltsine se livre pieds et poings liés aux oligarques, et notamment à Boris Berezovsky. Boris Berezovsky, qui fait la politique de la Russie dans toutes ces années, et c'est lui qui va appeler Poutine à Moscou. C'est Boris Berezovsky, l'oligarque en chef, le conseiller noir de Eltsine, qui à un moment à se dire, Eltsine est malade, il est alcoolique, il ne va pas tenir longtemps, il nous faut quelqu'un à Moscou qui va contrôler le pouvoir au bénéfice de mes intérêts, à moi, Boris Berezovsky, et de mes amis, et du clan Eltsine, de la fille d'Eltsine. Et il regarde, et il se souvient qu'à Saint-Pétersbourg, il a croisé, il a entendu parler d'un jeune, haut fonctionnaire, propre, fidèle, loyal, etc., qui s'appelle Vladimir Poutine. Et c'est Berezovsky qui va appeler Poutine en se souvenant d'une affaire. Quelques années auparavant, Poutine s'occupe des relations extérieures, économiques extérieures de la mairie de Saint-Pétersbourg, et Berezovsky passe, et à son habitude, il donne des pots de vin, il donne de l'argent. Un seul à la mairie de Saint-Pétersbourg va refuser, et ça a été dit de plusieurs sources, un seul va refuser l'argent de Berezovsky, c'est Poutine. Et Berezovsky s'en souvient, il fait venir Poutine à Moscou, Poutine grimpe dans la hiérarchie, il va être nommé Premier ministre, il va être nommé pendant 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, patron du FSB, et puis à un moment, président par intérim, et le clan Eltsine se dit, bah, lui il est très bien, on va le faire élire président, on écarte les autres candidats. Poutine est élu président en mars 2000, Berezovsky, qui est dans sa villa de Marbella en Espagne, ce soir-là, ouvre le champagne et se dit, avec ce Poutine au Kremlin, on est tranquille pour des années. 4 ans plus tard, Berezovsky devait s'exiler parce que Poutine avait commencé à monter les dossiers, il savait à qui il avait affaire,
monter des dossiers, et là, à un moment, Berezovsky a dû partir pour l'exil. Alors après, vous savez qu'il est mort en exil à Londres. A-t-il été tué par le FSB? S'est-il suicidé parce qu'il était dépressif? Franchement, je ne le sais pas. J'ai des confrères qui m'ont dit « Le FSB l'a tué ». Ah bon, tu y étais Non, mais on le sait. Et c'est souvent comme ça quand on parle de Poutine. C'est l'homme le plus riche du monde. Ah bon? Tu le sais? Oui. 140 milliards de dollars sur des comptes. Ah bon? Et où? Dans les paradis fiscaux. Mais tu le sais comment? Ça se sait, on le sait. Et là, très franchement, sur ces histoires d'assassinat ou de fortune, j'ai cherché. Là aussi, alors les sources en général, c'est les think tanks américains. Ça vient ça sort des États-Unis. Et quand on remonte, quand on va dans le détail, on se rend compte que souvent, ce sont des affirmations qui sont données à un moment, dans un colloque, dans un livre, dans une étude très sérieuse, mais sans rien derrière. Alors la réponse, c'est souvent, ça se sait, on le dit. Les services américains le disent. Ils ont dit tellement de choses sur l'Irak, vous vous souvenez? Et moi, j'ai essayé de remonter. Je ne suis pas agent secret, je ne suis pas policier, je n'ai pas trouvé de preuves. Et dans mon livre, j'essaie de tenir équilibré en disant, c'est possible, il est peut-être le plus riche du monde, mais rien ne permet de le prouver et de l'affirmer. J'ai regardé des centaines de photos. Quand on est journaliste, on a accès à beaucoup de photos. Des centaines de photos sur la vie privée, intime de Poutine, de l'origine à aujourd'hui. Je suis allé voir l'appartement qu'il a acheté sur l'île Vassilievski à Saint-Pétersbourg. Je me disais, il s'est acheté un appartement, ça doit être quelque chose. C'est un appartement minable dans un immeuble qui est certainement beau à l'échelle de ce qu'est la Russie ou ce qu'était la Russie il y a 10 ans ou 15 ans, mais franchement, qui est un pauvre immeuble, un pauvre appartement dans un pauvre immeuble qu'on verrait mieux dans une banlieue moyenne de Paris. Rien ne marque le luxe. J'ai regardé alors ces photos pour voir dans quel cadre vivait Poutine. Cadre privé, cadre public. Eh bien, on voit un cadre qui est souvent esthétiquement très daté, un peu soviétique années 70-80, avec un peu de décor et d'architecture d'intérieur soviéto-golfique, c'est-à-dire il y a sans doute des décorateurs du Qatar ou d'Abu Dhabi qui sont venus mettre un peu d'or sur les... Rien de magnifique, rien d'exceptionnel. Est-il habillé avec des habits de luxe? Il a des costumes de bonne coupe. On sait à quel tailleur lui fait ça à Moscou. Rien de super luxueux. On me dit, et je l'ai souvent vu, il a des montres de luxe. Il adore les montres de luxe. Il se trouve que j'ai un très bon ami qui vit en Suisse et qui est spécialiste des montres de luxe. Et je lui ai montré à plusieurs reprises des montres portées par Poutine. Et il me dit, bon, Poutine a vraiment une attirance pour les montres Patek Philippe, marque de luxe suisse. Bon, et bien là aussi, en cherchant, on se rend compte que Poutine aime les belles montres, mais il est entouré de gens très riches, c'est vrai. Il y a des oligarques autour, des gens qui ont de l'argent et qui lui offrent des cadeaux, et qui lui offrent des montres. Alors, Poutine n'a pas acheté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas super riche, mais il n'est pas riche au point de vouloir à tout prix acheter des montres, on lui offre. Il a des cravates Gucci, des cravates Saint-Laurent. Je connais une personne qui, à chaque fois qu'il va à Moscou, un monsieur qui est franco-russe, qui fait des affaires qui m'a raconté ça, qui fait des affaires sur les deux pays, et à chaque fois, il va à Paris, la boutique Gucci de Paris, il achète un lot de 10 cravates de luxe Gucci pour les offrir au Kremlin. Ça fait partie des cadeaux, ça met de l'huile dans les rouages, sans doute. Mais les belles cravates Gucci que porte Poutine, c'est pas lui qui les achète. Et c'est vrai ça pour beaucoup de chefs d'État, sachez-le. Des chefs d'État qui ont beaucoup d'hommes d'affaires et d'hommes riches autour d'eux. C'était le cas de Chirac, François Pinault, Bernard Arnault, pour ne parler que de lui et que d'eux. C'est des gens riches qui invitent le président dans leur maison, qui offrent des jets privés, des yachts privés. Nicolas Sarkozy a fait des choses... Ça choque un peu en France, mais pas trop. Ben, Poutine vit un peu de la même façon. Un chef d'État d'un grand pays, avec des moyens importants, il vit bien, il est riche, certainement, mais pas
hyper riche, ça n'est pas la première fortune du monde, comme on le lit, comme on l'écrit parfois. Je reviens à ce que fait aujourd'hui Poutine, stabilisation du pays et mise au pas des oligarques. Je raconte ce marchandage quand Poutine, tout jeune président, dit aux oligarques, autour d'une table, messieurs, les choses vont changer. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a des scènes où on voit Poutine avec des industriels, des oligarques, il leur parle comme ça. Il leur tend le doigt et il dit, vous allez faire ça, vous arrêtez de faire ça. Ça se passe comme ça. Et il a dit aux oligarques, et là encore il y a des scènes, des vidéos saisissantes, on le voit faire. Il a dit aux oligarques, vous êtes beaucoup enrichis sur le dos de la Russie et des Russes. Très bien, je ne vais pas reprendre vos fortunes, votre argent. Vous pouvez continuer à vous enrichir à 2 conditions. Première condition, l'argent que vous gagnez, il faut aussi que ça profite à la Russie et aux Russes. C'est-à-dire, vous cessez de tout mettre à Monaco, en Suisse, dans les paradis fiscaux, vous en mettez aussi dans le pays, pour développer le pays. Première condition. Et deuxième condition, vous ne faites plus de politique. La politique, c'est le Kremlin, c'est moi, président élu, c'est la Douma.